D'accord, donc on va commencer à l'instant. Je vous souhaite la bienvenue. Je me présente, je suis l'animateur pour le webinaire d'aujourd'hui, Alexis Thibault, étudiant à la maîtrise recherche en sciences de la santé et concentration santé mentale à l'Université de Sherbrooke et intervenant en santé mentale également à Sherbrooke. Je souhaite officiellement la bienvenue à ce webinaire intitulé Le potentiel du système de surveillance des maladies chroniques pour l'étude populationnelle des troubles mentaux et du suicide, organisé par le regroupement stratégique santé mentale du réseau de recherche en santé des populations du Québec en collaboration avec le réseau Calaxia. Donc, avant de débuter, j'informe que la séance sera enregistrée et par la suite rendue disponible sur la plateforme vidéo YouTube. Et notre conférencier d'aujourd'hui, Dr Alain Lesage, je vous présente, est professeur titulaire au département de psychiatrie de l'Université de Montréal et chercheur au Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Il est également, depuis 2009, directeur adjoint du Réseau québécois de recherche sur le suicide. Depuis 2011, il est aussi directeur médical de l'unité d'évaluation des technologies et des moyens d'intervention en santé mentale de l'Institut universitaire de santé mentale de Montréal. Et en 2013, il a été nommé associé à l'exécutif de l'European Network for Mental Health Services Evaluation. Donc, bienvenue, Monsieur Lessard. Merci d'être présent parmi nous aujourd'hui. J'aimerais que nous aurons des questions avec les participants. J'invite donc à les écrire vos questions dès maintenant ou tout au long du webinaire dans les modules questions et réponses situés en bas à gauche de votre écran. Pour toute autre question, vous pouvez les écrire dans le module Converser et Denise, la coordonnatrice du regroupement, se fera un plaisir de vous répondre. J'invite également à inscrire dans le module Conversation le nombre de participants si ce n'est pas déjà fait dans votre salle si vous êtes plus d'une personne. Cette information nous est très utile pour nos statistiques. Enfin, je vous informe que vous recevrez dans les prochains jours un courriel pour l'évaluation du webinaire et visionner exactement, comme j'ai mentionné plus tôt, sur YouTube. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à notre conférencier, Dr Alain Lesage. Dans le fil de la présentation d'aujourd'hui, donc, je vais apporter les cadres conceptuels, d'une part, de ceux de la recherche sur les services, et puis, par ailleurs, ceux qui sont propres à la santé des populations et déterminants socioculturels. Un peu la rencontre de la recherche du Réseau québécois de recherche sur le suicide, troubles de l'humeur, troubles associés, avec la santé publique aussi. J'ai parlé particulièrement du potentiel du SISMAC, le Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec, et d'autres bases de données administratives jumelées de santé dans d'autres juridictions canadiennes et internationales. Puis, je vais apporter sur un point plus, c'est un peu d'épidémiologie, mais aussi dans le potentiel, la distinction et le potentiel de la prévalence cumulée versus la prévalence annuelle dans ces bases de données. Et finalement, je vais conclure avec l'accès aux chercheurs et étudiants que vous êtes, sans doute, pour le système de surveillance des maladies chroniques du Québec. Alors, le cadre conceptuel, pour débuter, celui sur les services développé par Tansela et Thornycroft d'après le fameux modèle de Donner-Bédian dans l'évaluation de la performance d'un système de santé. Alors, on distingue dans un axe les intrants, les processus et les résultats, et par ailleurs, les niveaux de système, de programme et le niveau individuel. Considérons peut-être le niveau individuel, peut-être que comme patient, comme clinicien, peut-être, vous avez pu voir. Donc, les intrants sont des individus qui ont des caractéristiques d'âge, de sexe, de milieu socio-économique, de trajectoire ethnique aussi, et de diagnostic. Le processus, ce sont des types d'interventions, d'intensité de contact, le type de programme que les gens sont exposés. Et les résultats, par ailleurs, c'est l'amélioration des symptômes, du fonctionnement, de la qualité de vie, la survie, les handicaps, la participation citoyenne. Si on regarde le niveau programme, les programmes d'hospitalisation, du département des urgences, des médecins spécialistes en ambulatoire, par exemple, ou de médecins omnipraticiens,
Donc, le nombre de patients et les patients dans ces différents programmes-là, on les expose comme processus au nombre de visites, le type de visite, la durée d'attente, la durée de séjour sur civière à l'urgence ou la durée de l'hospitalisation. Mais les résultats, c'est l'augmentation du risque de suicide ou diminution d'espérance de vie selon le milieu, le département des urgences, par exemple. Donc, j'insisterai ici parce que souvent, on entend parler, on va avoir des bons résultats dans notre programme parce qu'on réduit la durée d'attente à l'urgence. Ça, c'est un processus, ce n'est pas un résultat. Le résultat, parce que des gens peuvent se présenter à l'urgence ou hésiter de se présenter à l'urgence suite à une tentative de suicide. Donc, si plus de gens, parce que les gens qui ont fait une tentative de suicide ne se présentent pas nécessairement tous à l'urgence, mais plus se présentent pour recevoir de l'attention, c'est une bonne chose dans la mesure où, évidemment, ça permet de réduire le risque de suicide aussi à ce moment-là. Enfin, au niveau du système, les intrants sont le budget régional de santé mentale, de toxicomanie, de la prévalence des troubles mentaux et dépendances, comme par exemple celle qu'on va montrer qu'on peut obtenir avec le CISMAC. Les processus sont l'équilibre entre le niveau régional des médecins spécialistes et médecins soins primaires, le délai de suivi suite à l'hospitalisation de visite à l'urgence. Et finalement, les résultats sont l'espérance de vie des personnes avec des troubles mentaux, les taux de suicide régionaux, par exemple, ou encore le nombre de personnes avec des troubles mentaux qui se retrouvent en prison ou qui se retrouvent comme sans-abri, par exemple, au niveau du système. Ces informations-là sont utiles au niveau du système. On devinera au niveau du pays, de l'État ou de la province, même peut-être de la région aussi, donc pour informer les décideurs à ce niveau-là. Au niveau des programmes, évidemment, ça peut être les programmes de santé mentale et toxicomanie au niveau des CIS, par exemple, ou encore un programme spécifique d'hospitalisation ou d'urgence. Et finalement, au niveau individuel, c'est des cliniciens individuels dans les établissements de services de santé, de services sociaux. Les grandes bases de données administratives, évidemment, on va imaginer que ça peut être utile au niveau du système du programme. Au niveau individuel, évidemment, on l'imagine moins, mais dans le papier que vous êtes accessible sous la direction de Lise Thibodeau, publié dans la revue de l'Agence de santé publique du Canada et que vous avez de disponible, on va soutenir que les bases de données administratives, on peut, selon les analyses, les utiliser tant pour informer au niveau systémique que programmatique et qu'il y a des expériences actuellement à travers des approches d'apprentissage machine et d'ordinateurs suffisamment puissants avec des bases de données massives, de pouvoir peut-être arriver éventuellement à des algorithmes permettant pour un individu, par exemple, qui se présenterait à l'urgence, en particulier sur la base de ce qui a été observé pour d'autres personnes qui sont présentées à l'urgence et qui sont décédées par suicide, de pouvoir mesurer le risque de cette personne-là éventuellement de décéder par suicide suite à sa visite à l'urgence. Mais ça demeure quelque chose d'expérimentable. Maintenant, le modèle de santé publique, j'ai parlé du modèle de recherche sur les services. Maintenant, le modèle de santé publique, celui entre autres du professeur Michel Vézina, que vous connaissez sans doute en santé publique. Donc, il y a des déterminants génétiques, des déterminants environnementaux, les habitudes de vie, puis les services. Prenons les troubles du spectre de l'autisme, il peut y avoir des déterminants génétiques, l'âge des parents, par exemple, aussi, qui peut jouer un rôle. Aux facteurs environnementaux, il y en a plusieurs qui sont mis à l'épreuve actuellement, étudiés dans les habitudes de vie, habitudes alimentaires, entre autres, qu'il y a des choses qui ont été regardées également. Mais les services aussi sont des déterminants, peut-être pas nécessairement de l'incidence des troubles, bien que la meilleure détection par les services peut augmenter l'incidence des troubles, donc expliquer quelque chose en santé publique, mais également les conséquences peuvent être mesurées par les
les bases de données administratives et et l'impact des services peut se voir aussi à ce moment-là. Dans le même article disponible, donc, on a remis les choses ensemble dans un modèle plus global. Donc, les facteurs individuels, génétiques, mode de vie dont on a parlé tout à l'heure. On a inscrit à l'intérieur de ce modèle, comme vous pouvez voir, les niveaux individuels programmatiques des services aussi. Et finalement, dans un ensemble plus large, on a parlé de l'ensemble des déterminants de la santé qui peuvent agir. Et pour nommer, par exemple, dans le cas du suicide, pensons par exemple au chômage, par exemple. Donc, ce sont des déterminants environnementaux plus larges qui sont communs dans la compréhension de santé publique. Alors, à partir de maintenant, on va essayer de voir dans quelle mesure les bases de données administratives peuvent aider à éclairer la question de la qualité des soins en santé mentale et dépendance aux différents niveaux en rapport avec des issues de santé comme le suicide ou les issues simplement en santé mentale. Alors, c'est pour vous parler donc maintenant du potentiel du SISMAC. Alors, qu'est-ce que c'est le SISMAC? Alors, le SISMAC, à travers l'identifiant unique de notre carte d'assurance maladie que nous avons, que 98% de la population du Québec a, permet d'accéder et de relier les fichiers des personnes assurées, les services médicaux, ça c'est la Régie d'assurance maladie du Québec, la RAMQ, les services pharmaceutiques, le MEDECO et le fichier des décès. Le MEDECO, c'est l'hospitalisation. Alors, le système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec ramasse donc des données de 1996 à 2016 et il y a une mise à jour qui est faite à ce moment-là. Ça vient d'une entente tripartite entre le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, la Régie d'assurance maladie du Québec et l'Institut national de santé publique, l'INSPQ. L'INSPQ a obtenu des autorisations nécessaires de la Commission d'accès à l'information du Québec, la CAI, comme elle est connue, et la base de données est opérée dans des zones à accès limité et sécurisé. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis actuellement ici à l'Institut national de santé publique où se trouve la base de données et je suis juste à côté des zones à accès limité et sécurisé, qui est le seul endroit où on peut exploiter la base de données du SISMAC. On ne peut pas sortir les données de ces zones-là. Le SISMAC fournit des données au système canadien de surveillance des maladies chroniques par la transmission de données agrégées à l'Agence de santé publique du Canada. Alors, si on regarde de nouveau le modèle opérationnel, donc on a l'identifiant unique. Le FIPA, c'est l'assurabilité à la Régie d'assurance maladie du Québec et ça comprend entre autres les adresses mises à jour des personnes. On peut y jumeler les indices de défavorisation sociale et matérielle également. Le MEDECO, c'est le fichier des hospitalisations, des séparations avec les diagnostics, les procédures qui ont été faites, la durée. Les services médicaux, c'est ceux de la RAMQ. Ça comprend donc, les bordereaux comprennent les diagnostics, le lieu de prestation, la date et les différentes interventions qui ont été faites. Le fichier des médicaments couvre les personnes de 65 ans et plus, mais également tous ceux sur le régime public, maintenant accessible, c'est-à-dire à peu près 40% de la population du Québec. Enfin, le fichier des décès permet de regarder également les causes. Alors, le développement de la surveillance des maladies chroniques s'inscrit dans un mandat confié à la surveillance du ministère de la Santé et des Services sociaux. Ça fait partie du plan ministériel de surveillance multithématique pour, entre autres, et qui couvre la surveillance des maladies chroniques. Ça a commencé en 99-2000 avec un projet de recherche sur le développement de la surveillance du diabète, qui est une autre maladie chronique, à partir des données issues des fichiers administratifs. Et il y a la participation du système canadien il y a une participation, dis-je, au système de surveillance canadien de surveillance des maladies chroniques. Parmi les particularités, les renseignements sont jumelés à l'ARAMQ sur une base nominative grâce à l'identifiant unique qu'est le numéro d'assurance maladie. L'INSPQ ne reçoit qu'un identifiant anonyme, unique à chaque personne. La première transmission a commencé, a compris tout ce qui s'était produit entre le 1er janvier 1996 au 31 mars 2019.
Et ça veut dire donc que ça a commencé en 2010, pas 2019, excusez-moi, le 31 mars 2009. Et donc, ça a commencé en 2009. Le CISMAC a commencé en 2009. Et il y a une mise à jour annuelle. Alors, le modèle opérationnel, les données jumelées permettent de créer des boîtes dans lesquelles, par exemple, pour le diabète, les maladies cardiovasculaires, les maladies pulmonaires obstructives chroniques et l'asthme, les troubles mentaux, l'ostéoporose, les maladies osteocardiovasculaires, l'Alzheimer, les maladies apparentées, puis le fardeau global et la morbidité qui en fait ensemble des troubles. Mais dans chacun des cubes, comme par exemple celui pour les troubles mentaux, mais vous avez accès quand même aux autres diagnostics, à la comorbidité d'autres maladies chroniques quand vous étudiez cela. Il y a des statisticiens qui ont l'accès unique au CISMAC. Il y a également des analystes pour chacune des différentes boîtes, dont celle des troubles mentaux ou encore, par exemple, le diabète, évidemment, ayant été le prototype de tout cela. Alors, que fait l'INSPQ avec ça? Donc, elle a le mandat de produire et diffuser des indicateurs. Elle produit des données agrégées selon des rapports géographiques. Donc, par exemple, à l'époque, on a eu même par CLSC, et ça demeure encore possible, par municipalité, l'âge, le sexe, la défavorisation sociale et matérielle. Par ailleurs, le mandat est d'analyser et d'interpréter les indicateurs et faire des analyses de tendance, faire des comparaisons et du développement méthodologique. Et pour ça, il y a des séries thématiques, comme par exemple la collection des maladies chroniques, des rapports méthodologiques ou encore des articles scientifiques. Et c'est à cette interface-là que viennent des gens, des chercheurs et des étudiants des milieux académiques dont je vais vous parler plus tard aussi, mais qui peuvent produire des articles scientifiques. Ça me fait penser que dans les documents qui ont été rendus disponibles, vous allez trouver l'article de Thibodeau dont j'ai parlé tout à l'heure. Vous allez trouver au moins une brochure de la série thématique qui porte sur l'ensemble des troubles mentaux, dont je vais vous parler un petit peu plus tout à l'heure. Et je crois que j'ai mis également un article scientifique à l'intérieur. Je crois que c'est sur les troubles de la personnalité que j'ai mis un article scientifique. Donc, ça montre les différents produits qui est là. Mais un autre produit important, c'est les indicateurs pour l'Infocentre de santé publique, lequel est accessible aux acteurs de surveillance des différentes régions du Québec. Et donc, certains des indicateurs qu'on a vu apparaître dans les séries thématiques se retrouvent à ce moment-là, ils sont mis à jour sur l'Infocentre. Alors maintenant, je vais reprendre la première brochure qu'on a sortie en 2012 sur troubles mentaux pour illustrer comment on peut retrouver là des indicateurs pour les intrants, pour les processus et pour les résultats. Alors, on va se concentrer sur la prévalence annuelle. Alors, pour être considéré comme étant atteint de maladie, un individu devait avoir reçu au cours de l'année financière un diagnostic de trouble mental au fichier des services médicaux ou encore un diagnostic principal de trouble mental au fichier des hospitalisations. Les définitions de code pour l'ensemble des troubles mentaux, donc la CIM-9 est décrit ici. Pour les troubles anxio-dépressifs, on a mis ces CIM-9-là et leur équivalent CIM-10. Pour la schizophrénie, c'est le code 295 qui est utilisé. Pour les troubles de l'attention avec hyperactivité, le TDAH, on a utilisé le code 314. Voici les premiers résultats. Alors, je vais vous conduire tranquillement à l'intérieur de cela. Ça, c'est la prévalence annuelle de l'ensemble des troubles mentaux diagnostiqués selon l'âge et le sexe au Québec entre 99-2000 et 2009-2010. Première chose que je vais porter votre attention, regardez les groupes d'âge. Alors, on a tous les groupes d'âge, pas juste les adultes, on a tous les groupes d'âge ici. Maintenant, la prévalence de l'ensemble des troubles mentaux, je propose que ça se situe entre 10 et 15 % en moyenne. On va voir un peu plus loin là, avec des chiffres, là, mais la hauteur des eaux est à peu près à 10-15 %. C'est à peu près la même chose dans les autres juridictions canadiennes et dans le rapport de l'Agence de santé publique du Canada de 2015 sur l'ensemble des troubles mentaux. On arrive à des chiffres comme ceux-là entre les différentes provinces.
Quelque chose que vous allez remarquer, il semble y avoir comme un pic à l'âge moyen, 45, 50 ans, à peu près ici, chez les femmes, comme à peu près chez les hommes. Cependant, vous dites, oups, non, c'est pas tout à fait vrai parce que pas à 65 ans, pas à 70, 14 ans, pas à 75, 89, mais à 80, 84 ans, 85 ans et plus, donc une petite partie de la population. Oups, il y a des pics qui se trouvent ici et c'est probablement dû parce que la définition de troubles mentaux inclut la maladie d'Alzheimer. Par ailleurs, quand on considère à l'arrière les jeunes, vous voyez que chez les garçons en particulier, entre 99-2000 et 2009-2010, ça s'est multiplié par 3. Qu'est-ce qui a pu expliquer cela? Est-ce que c'est des troubles anxio-dépressifs, peut-être? Alors, les troubles anxio-dépressifs qu'on voit maintenant ici pour les mêmes périodes et représentés de la même façon, bien, on voit que non, les troubles anxio-dépressifs n'ont pas augmenté chez les jeunes aussi ici. Et par ailleurs, chez les personnes de plus de 65 ans, 80, 84 ans, 85 ans, au contraire, ils présentent moins ou sont moins diagnostiqués pour des troubles d'anxiété et de dépression. Donc, le pic qu'on voyait pour l'ensemble des troubles est probablement plus attribuable à la présence de la démence. Encore là, et finalement, je vous signale que la hauteur des os pour l'anxio-dépressif est autour de 7-8 %. Donc, c'est un très, très grand contributeur. C'est des troubles mentaux qui sont très, très courants et qui contribuent à l'ensemble des troubles mentaux. Ce qui contribue moins à l'ensemble des troubles mentaux, mais qui est un trouble mental grave, c'est la schizophrénie qu'on voit représentée ici pour l'année 2009-2010 pour les hommes et les femmes. Et je vous signale la prévalence ici. La hauteur des os là, est autour de un demi de 1 % en moyenne dans l'ensemble des groupes d'âge. Donc, c'est beaucoup, beaucoup moins que les troubles anxio-dépressifs, par exemple. Et la courbe semble suggérer, bien que c'est une prévalence et non une incidence, que ça débute plus tôt et que les femmes, ça peut débuter plus tard également, sans compter évidemment les cas qui sont c'est une maladie qu'on considère également comme chronique, les cas qui se répètent d'année en année. Alors, le responsable pour les enfants, c'est le TDAH. Alors, vous voyez encore la force du SISMAC de pouvoir vous décliner âge après âge, hein, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. À 10 ans, au Québec, en 99-2000, il y avait 4 % des garçons qui étaient identifiés, diagnostiqués, possiblement traités pour le TDAH. En 2009-2010, on est rendu pratiquement à 9 % des garçons. Donc, une augmentation importante qui s'est faite. Ça s'est multiplié par 3 et ça s'est fait également, chez les filles également, ça s'est fait aussi à ce moment-là. L'autre intérêt de la base de données administrative, maintenant, je ne vous présenterai pas tous les chiffres, mais c'est possible pour l'ensemble des troubles mentaux, pour les troubles anxio-dépressifs et les troubles schizophréniques, de décliner région par région du Québec le nombre de personnes, comme par exemple ici au Québec, l'ensemble des troubles mentaux, c'était 900 000, la prévalence, 11,5 % et l'intervalle de confiance. Mais là, vous pouvez le faire également pour une région, je ne sais pas, comme l'Outaouais, avec un nombre de 40 000 personnes, la prévalence et l'intervalle de confiance aussi. Il faut faire la même chose pour les troubles anxio-dépressifs, pour les troubles schizophréniques. Les troubles schizophréniques, ça représente 35 000 personnes au Québec. La région de Montréal a le tiers des personnes avec schizophrénie diagnostiquées dans le cours d'une année, avec une prévalence traitée un peu plus importante que la moyenne du Québec, par exemple. Alors, vous voyez l'intérêt pour de cela pour la planification ou des services, par exemple. Maintenant,
Parlons maintenant des résultats. C'est possible de mesurer l'espérance de vie ou encore d'autres statistiques concernant la mortalité des personnes avec troubles mentaux. Ça, c'est fait pour 2005-2010. Au Québec, en 2005-2010, l'espérance de vie à 1 an était de 78 ans chez les hommes et de 83 ans chez les femmes. Et vous voyez que pour la schizophrénie, les hommes, l'écart était de 12 ans. Et chez les femmes, l'écart était de 9 ans, 83 moins 74, 9 ans à ce moment-là. Donc, il y a un excès de mortalité des personnes avec troubles schizophréniques. C'est vrai aussi pour les troubles mentaux, pour les troubles anxio-dépressifs chez les hommes. Chez les femmes, ça semble moins, mais on pourrait, pas présent là, mais on pourrait regarder d'autres troubles, comme par exemple les troubles de la personnalité, les troubles avec l'utilisation des substances pourraient également se soumettre au même exercice éventuellement. Ça permet également de décliner les causes. Je vais passer un petit peu vite là-dessus, mais vous pouvez voir que parmi les personnes non atteintes de troubles mentaux, le cancer et les maladies cardiovasculaires représentent 2/3 des causes de mortalité. Ici, ça n'apparaît pas sur la légende, malheureusement. Là. Ici, c'est le suicide et les traumas. Alors que les personnes avec troubles mentaux, vous voyez qu'il y a une représentation moindre du cancer et des maladies cardiovasculaires comme cause de décès, mais les traumas ne sont pas une cause si majeure, tout au moins pour l'ensemble des troubles mentaux. Il pourrait y avoir des différences, par exemple, si on le regarde pour la schizophrénie ou encore peut-être pour les troubles de la personnalité, par exemple. Mais c'est juste pour vous illustrer la possibilité de décliner les différentes causes et de pouvoir également regarder les années de vie perdues comme on l'a vu précédemment. Maintenant, on a parlé d'intrants avec les prévalences, on a parlé de résultats avec la mortalité. On peut regarder maintenant les processus. Alors, on est capable d'identifier dans quelle mesure les gens ont vu un médecin de famille pour fin de santé mentale, c'est-à-dire ayant reçu un diagnostic, un psychiatre en externe, sont allés à l'urgence, en hospitalisation, ou encore ont eu d'autres ont vu un autre spécialiste. Et on peut constater ainsi que, par exemple, pour la schizophrénie, les gens ont vu beaucoup plus de psychiatres que les gens en troubles anxio-dépressifs ou pour l'ensemble des troubles mentaux. Ce sont des gens qui sont présentés plus à l'urgence dans le courant d'une année. Ce sont des personnes qui ont été plus hospitalisées que ceux avec troubles anxio-dépressifs ou l'ensemble des troubles mentaux. Mais ils sont moins à même d'avoir vu d'autres spécialistes qui leur a donné un diagnostic de schizophrénie. Ça pourrait apparaître que les gens avec schizophrénie voient moins de médecins de famille, mais c'est des médecins de famille qui ont été vus, qui ont donné un diagnostic de trouble mental dans l'année à une personne qui est connue pour également schizophrénie. Mais quand on regarde l'ensemble des visites aux médecins de famille, on peut constater que 85% des gens avec diagnostic avec schizophrénie ont vu un médecin de famille pour quelque raison que ce soit dans la dernière année. Maintenant, on peut présenter les résultats ou les représenter sur un modèle que je pourrais appeler de hiérarchique, c'est-à-dire que si quelqu'un a été hospitalisé puis a vu un psychiatre en externe puis un médecin de famille, on va le compter comme hospitalisé. S'il a vu seulement un médecin de famille, ben, on va le représenter, mais s'il y a vu un psychiatre puis un médecin de famille, on va le compter comme psychiatre. Et ce modèle hiérarchique est représenté maintenant dans le graphique suivant. Je dois reconnaître ici les travaux de Mike Benigeri dans le milieu des années 2000 qui m'a introduit à cette représentation hiérarchique. Alors, pour les troubles schizophréniques, donc, vous voyez comment les gens ont été hospitalisés à l'urgence, en ambulatoire, et il y a seulement, donc, il y a beaucoup d'implications des services spécialisés dans plus de 75% des cas. Alors que quand on regarde les troubles anxio-dépressifs, puis on considère les médecins en cabinet de famille, vous voyez qu'il y a presque 60-70% qui ont seulement vu un médecin de famille dans la dernière année pour les troubles anxio-dépressifs. Et donc, il y a une moindre utilisation des services spécialisés, bien qu'ils ne sont pas absents, mais ils sont représentés ici. Donc, on voit la hiérarchisation un peu attendue des services, c'est-à-dire que des gens avec des maladies mentales plus graves sont plus à même de voir des services spécialisés que des gens avec des troubles mentaux courants aussi. Tout au moins une analyse
systémique, là, c'est ce que pourra nous montrer ceci. Enfin, la beauté de la chose, c'est que vous pouvez de nouveau comparer les différentes régions du Québec. Ici, c'est pour les troubles anxio-dépressifs. On pourrait dire que d'une certaine façon, il n'y a pas de grands écarts entre les régions, bien qu'il y ait peut-être des choses qui pourraient apparaître surprenantes, comme par exemple des régions qui sont très bien dotées en services spécialisés. Eh bien, vous voyez que leur utilisation des services spécialisés et de l'urgence et de l'hospitalisation est moindre que, par exemple, des régions plus excentriques comme, excusez-moi, des régions comme l'Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord, les îles de la Madeleine aussi. Puis, c'est pas tellement différent de régions comme Chaudière-Appalaches et Laval aussi à ce moment-là. Donc, ça demeure intéressant à considérer, mais on peut encore là pousser encore beaucoup plus loin des analyses, mais ces représentations sont intéressantes pour éclairer les processus. Maintenant, j'aimerais entrer avec vous dans un approfondissement de la distinction entre la prévalence cumulée qu'on peut obtenir avec le SISMAC des maladies chroniques et la prévalence annuelle, mais également le rapport avec les enquêtes épidémiologiques. Et pour ça, je vais prendre un exemple d'une maladie, je vais commencer avec un exemple d'une maladie chronique très répandue, qui est l'hypertension. Alors, voici les résultats de 2 enquêtes dans la population et dans lequel, donc, on part avec un appareil à mesurer la pression, puis on regarde si les gens ont de la pression ou encore on leur demande est-ce que vous êtes traité pour dépression, est-ce que vous savez que vous faites de l'hypertension, de l'hypertension aussi à ce moment-là. Or, entre 86 et 92 et 2007-2009, la prévalence de l'hypertension ne s'est pas modifiée, hein, c'est autour de 25 %. Maintenant, en 86-92, il y avait 13 des gens qui étaient traités et contrôlés. Il y en avait 65 en 2007-2009. Il y avait 21 qui étaient traités mais pas contrôlés en 86 et il y en avait 14 maintenant à ce moment-là. Il y en avait 22 qui le savaient, mais qui n'étaient pas traités. Et vous pouvez probablement lire le chiffre qui est là. Malheureusement, mon écran me joue un petit tour là, de pouvoir de 4 ici à ce moment-là. Qui ne le savaient pas, il y en avait 43 et là maintenant, dans nos années, c'est 17 Donc, ce qui s'est produit, c'est que dans ces périodes-là, il y a de plus en plus de gens qui ont été identifiés et traités pour leur hypertension. Et on peut finalement voir que les gens qui n'avaient pas d'hypertension, c'était une systolique à 117, et la même chose à peu près ici à l'époque. L'hypertension non traitée était à 146, puis celle non traitée, évidemment, maintenant est aussi à ce niveau-là. Mais l'hypertension traitée en 86-92 était à 145. Donc, par rapport à une tension artérielle normale, elle était mal traitée, même s'ils étaient traités. Alors qu'en 2007-2009, la tension artérielle est beaucoup mieux traitée à ce moment-ci. Donc, une des conséquences de tout cela, c'est que si la prévalence de l'hypertension n'a pas modifié, sa prévalence traitée, elle, a augmenté. Et ça devrait pouvoir se refléter par le système de surveillance des maladies chroniques. Effectivement, dans le système national de surveillance des maladies chroniques canadien, dans son rapport sur l'hypertension au Canada, va montrer que le taux de prévalence de l'hypertension diagnostiquée, normalisé en fonction de l'âge chez les personnes âgées de 20 ans et plus, selon le sexe et l'âge, et c'est un diagnostic dit cumulé, c'est-à-dire que si vous avez reçu le diagnostic une fois ou deux, vous le gardez pour toutes les années subséquentes, tant que vous êtes vivant aussi à ce moment-là. Ce qu'on peut voir, c'est qu'en 99, à peu près ici, si mes yeux ne me trompent pas, la prévalence traitée était autour de 12 et en 2006-2007, ici, elle est rendue à 20, à peu près presque à 20
Et on peut imaginer qu'elle a continué d'augmenter. Encore là, elle est en deçà de la prévalence de l'hypertension à 25 %, mais l'enquête nous fait voir aussi qu'il y a des gens qui ne sont encore pas identifiés et puis possiblement qu'il y a peut-être eu des gens dont le diagnostic n'a pas été rentré également. Maintenant, l'hypertension est une maladie chronique. Donc, si vous la traitez, sa prévalence ne va pas diminuer. Mais ce que vous allez vous intéresser, c'est de voir, comme le diabète d'ailleurs, si les conséquences se sont améliorées d'avoir traité. Alors, voici le rapport qui regarde entre 1996 et 2003. Parmi les adultes traités pour hypertension, il y en avait 2 millions en 1996 et il y en avait 3,7 millions en 2003. Donc, une augmentation de personnes traitées. Les adultes diagnostiqués sont passés de 2,7 millions à 4,4 millions au Canada. Les prescriptions d'antihypertenseurs sont passées de 56 millions à 104 millions. Et en passant, les profits des compagnies pharmaceutiques ont dû très bien augmenter aussi dans cette période-là. Le nombre de personnes avec un infarctus hospitalisé a plutôt augmenté un peu, mais le nombre de personnes hospitalisées pour insuffisance cardiaque est passé de 61 000 à 54 000. Donc, les choses sont améliorées. Les personnes hospitalisées pour un accident cérébrovasculaire est passé de 40 000 à 35 000. Ça s'est amélioré. Le nombre de morts par infarctus est passé de 22 000 à 18 000 au Canada. Le nombre de morts par insuffisance cardiaque est passé de 4 500 à 4 200. Et le nombre de morts par accident cérébrovasculaire est passé de 13 000 à 12 000. Donc, les résultats se sont améliorés du processus de meilleure détection et traitement et le système de surveillance a noté une augmentation de la prévalence traitée de l'hypertension, mais ce qui ne voulait pas dire que c'était une augmentation de l'hypertension en tant que telle. J'aimerais vous amener maintenant sur le terrain rapidement, dans les 5 dernières minutes, de faire un parallèle avec le TDAH, le trouble d'hyperactivité, dont on a vu tout à l'heure aussi les prévalences qui ont augmenté au Québec. Si on regarde la prévalence annuelle, donc le nombre de cas diagnostiqués et possiblement traités pendant une année, il y a une augmentation constante et on se retrouve actuellement avec une prévalence de 5 %. Si on prend la prévalence cumulée, c'est-à-dire si quelqu'un a été diagnostiqué en 2004-2005, il compte encore en 2014-2015 sous le même principe de, par exemple, le système de surveillance pour le diabète ou encore pour l'hypertension. Donc, la prévalence cumulée vous donne à peu près 10 %. C'est probablement pas trop loin de la prévalence estimée dans les enquêtes populationnelles australiennes récentes qui la situait autour de 7 à 8 % à ce moment-là. Mais dans une enquête qui a été faite au Québec en 1990, donc bien avant l'augmentation de la prévalence, du diagnostic, de la prévalence traitée du TDAH, l'enquête montrait que selon la perspective de l'enfant, du parent ou du professeur, par exemple, prenons les garçons, l'hyperactivité, c'était 6 %, 8,4 %, 13 %. Et conjointement, là, si on prend la moyenne des deux selon les professeurs, on arrive probablement à 7-8 % pour l'hyperactivité, ce qui ressemblerait beaucoup aux enquêtes populationnelles australiennes très, très récentes chez les enfants puis les adolescents. Donc, notre prévalence actuelle cumulée au Québec nous ferait penser qu'on identifie probablement tous les enfants avec le TDAH, peut-être un peu plus, mais pas largement plus aussi à ce moment-là. Mais quoi qu'il en soit, ça ne répond pas à la question est-ce que on ne pense pas que la prévalence du TDAH a augmenté, mais sa prévalence traitée a augmenté, mais est-ce que ça vaut la peine? Et encore là, les bases de données administratives jumelées peuvent aider à répondre à cette question.
Euh, le, euh, à Hong Kong, 8 millions d'habitants, des bases similaires au CISPAC. Pour les patients traités avec le méthylphénidate, le médicament, les périodes sous médication étaient associées à des plus bas taux de visite à l'urgence pour trauma en comparaison avec les périodes où est-ce qu'ils étaient pas sous la médication. On sait que le TDAH est associé naturellement à une augmentation des risques de trauma et des risques de décrochage scolaire, d'utilisation des substances, mais également de suicide aussi. D'ailleurs, une étude faite en Suède, avec les mêmes types de bases de données, 11 millions d'habitants en Suède, l'étude ne trouve aucune évidence d'une association positive entre l'utilisation du médicament pour le TDAH et le risque de comportement suicidaire chez les patients avec TDAH. En fait, les résultats indiqueraient plutôt qu'il y a un effet protecteur de l'utilisation du médicament pour le TDAH sur le comportement suicidaire, en particulier pour les médicaments, les amphétamines qui sont indiqués ici. Alors, pour conclure, ma présentation, puis passer à la période de questions, juste quelques éléments d'accès aux chercheurs et étudiants. La base de données du CISMAC ne peut sortir ou être exploitée en dehors du périmètre sécurisé des bureaux de l'INSPQ à Québec. Ces bureaux accueillent des étudiants et des chercheurs pour des travaux conjoints avec l'INSPQ dans le cadre de son mandat. Depuis 2013, le réseau québécois sur le suicide, troubles de l'humeur, troubles associés et plus récemment, votre réseau de recherche en santé publique du Québec ont fourni des montants à l'INSPQ pour accélérer des travaux impliquant des chercheurs, des cliniciens, des décideurs et des étudiants en nombre croissant. Par ailleurs, du côté Réseau québécois sur le suicide, troubles de l'humeur, troubles associés, les travaux sur l'ensemble des troubles mentaux, la schizophrénie et le TDAH vous ont été montrés. On en a fait sur les troubles du spectre de l'autisme, les troubles de la personnalité, les troubles de l'utilisation des substances, les comorbidités, et des travaux sont engagés pour raffiner ceux menés sur l'excès de mortalité et par ailleurs d'entreprendre des travaux sur la psychopharmacothérapie, comme par exemple de pouvoir reproduire des résultats sur le TDAH qui ont été observés par nos collègues à Hong Kong, mais également nos collègues suédois. Et donc, ça rouvre à des collaborations. Puis, on a mené des collaborations canadiennes, on en poursuit, mais éventuellement internationales. Il est 1h moins quart, je m'arrête là-dessus pour prendre vos questions. Oui, donc merci infini à M. Lesage pour cette présentation, ces présentations de données et de vos regards justement sur les facteurs épidémiologiques. À l'instant, je n'ai pas de questions, désolé, mais soyez pas gênés. Dans le fond, l'onglet Q et R en bas de votre écran, juste à les écrire, puis on va les adresser à M. Lesage. Entre-temps, moi, c'est sûr, mon sujet de recherche s'adresse plus à une population qui souffre de schizophrénie, puis j'ai été vraiment intéressé par les données là-dessus. Je me demandais si vous avez adressé avec le diabète les diminutions des effets des répercussions, dans le fond, de la maladie versus prévalence. Je ne sais pas si vous seriez en mesure de faire un parallèle avec la schizophrénie et quels seraient les indicateurs à observer. D'accord. Je peux vous dire qu'il y a des études qui ont été faites parce que les gens se sont posé la question si, pour les personnes qui souffrent de schizophrénie, à cause de certains effets secondaires des médicaments antipsychotiques, entre autres, on parle du syndrome métabolique, par exemple, puis le risque de diabète, entre autres, aussi à ce moment-là, si l'équilibre des bienfaits versus les risques, quel était cet équilibre-là? Or, une étude qui a été faite, entre autres, par nos collègues scandinaves, mais également qui ont été reproduits au moins une fois par l'équipe de Alain Panas à Sherbrooke avec un groupe auquel j'étais associé.
on regardait justement les bases de données administratives, puis on identifiait les gens qui avaient un diagnostic de schizophrénie. Puis par ailleurs, par le jumelage avec le fichier des médicaments, on peut regarder dans quelle mesure les gens recevaient des antipsychotiques puis qui étaient exposés ou pas aussi à ce moment-là. Or, il a pu être démontré que les gens le groupe de personnes affectées avec un diagnostic de schizophrénie qui ne prennent plus de médicaments antipsychotiques avaient une espérance de vie qui était moins bonne que les gens qui prenaient quelque antipsychotique que ce soit. Ça comprenait des médicaments qui sont réputés peut-être plus à risque, comme par exemple la clozapine. On parle beaucoup du risque de granulocytose, des choses rares, là. Mais justement, l'examen a même montré que de tous les antipsychotiques, la clozapine, en fait, a un avantage. L'espérance de vie est meilleure pour les gens qui prennent la clozapine que l'ensemble des autres antipsychotiques aussi à ce moment-là. Donc, vous voyez l'intérêt des bases de données, puisque ça, ça décrit la situation réelle. Hein? Ce n'est pas un échantillon de personnes dans une étude randomisée. C'est ce qui se passe réellement pour des vraies personnes au Québec et le degré de suivi qu'on peut assurer avec les systèmes de surveillance des maladies chroniques, des bases de données, est complet. Là. Vous perdez personne au suivi à ce moment-là. D'accord, merci. C'est une nouvelle information. Je me permettrai d'explorer les études en question. On a maintenant une question de Louise Ringuette qui pose comme question: quel est le rôle du DSM-5 et des changements de seuil et de définition sur la hausse de la prévalence ou de l'incidence des maladies comme le TDAH? Il faut d'abord savoir que le système de surveillance des maladies chroniques est basé non pas sur le DSM, mais sur la classification internationale des maladies 9, qui remonte à assez longtemps là, pour le fichier de la Régie d'assurance maladie du Québec. Pour les hospitalisations, depuis 2006, c'est la classification internationale des maladies 10. Donc, il y a... les médecins envoient leur bordereau de paiement, maintenant c'est électronique, là, mais envoient leur bordereau de paiement en écrivant TDAH ou des choses comme ça. Donc, les compagnies de facturation retraduisent ça en classification internationale des maladies 9, classification internationale des maladies 10. Alors, je vous dis tout ça pour dire que j'ai des doutes que l'explication de l'augmentation du diagnostic de TDAH. Ah oui, je vais ajouter un autre élément. La majorité des diagnostics sont posés par des médecins de famille, alors qu'ils ne sont pas nécessairement des grands utilisateurs du DSM. Les spécialistes en psychiatrie, oui, mais pas les médecins de famille, ni leurs agences de facturation aussi à ce moment-là. Donc, pour cet ensemble de raisons-là, la réponse serait que probablement ça a eu peu d'impact sur l'augmentation, mais il est clair, par exemple, qu'on identifie de plus en plus on a identifié de plus en plus d'enfants avec le TDAH et c'est pas incompatible, au moins les niveaux actuels, avec la prévalence attendue de la maladie, et qui est une maladie chronique. D'accord, merci. Madame Louise Ringuette, si vous voulez poursuivre le questionnement, permettez-vous-le sans problème. Autrement, justement, je pense que notre coordonnatrice Denise a une question, ou est-ce bien résolu? Je crois que oui. Donc, comme je vous dis, n'hésitez pas à poser des questions à notre invité. Nous avons encore du temps à la rencontre. Sinon, peut-être que je me permettrais de vous faire développer un peu sur votre ouverture de fin de présentation. Vous parliez que vous aviez des collaborations internationales. Donc, ma question serait un peu quel est l'avenir
du CISPAC moyen ou long terme? OK. C'est deux questions distinctes. L'avenir du CISMAC, comme vous voyez, comme il est structuré dans des plans d'action, des plans ministériels, etc., je présume qu'il ne sera pas remis en question. Si on parle de la question des collaborations canadiennes et internationales, peut-être, au niveau canadien, on collabore à poursuivre la définition de cas comme, par exemple, le trouble du spectre de l'autisme, je parle de l'ensemble des troubles mentaux et les troubles anxio-dépressifs avant qu'ils soient adoptés par l'Agence de santé publique du Canada en 2015 puis en 2016 dans leur rapport. Il y a eu des travaux préliminaires qui sont échelonnés dans les 10 années précédentes. Et au Québec, on était associés à ces travaux-là avec d'autres juridictions, l'Ontario, la Nouvelle-Écosse, le Manitoba. Et on a entrepris des travaux en 2011 sur la définition des troubles chez les enfants. Et c'est comme ça qu'on a travaillé sur le TDAH ici, mais aussi conjointement avec d'autres juridictions. Puis on a publié des résultats comparatifs aussi à cet effet-là. Que je pourrais partager aussi, mais également sur le trouble du spectre de l'autisme. On est engagé actuellement dans des travaux maintenant avec d'autres juridictions pour la définition des troubles de l'utilisation des substances, avec l'Ontario, le Manitoba, l'Alberta et la Nouvelle-Écosse. Et ça, c'est à travers une collaboration, évidemment, ici à l'INSPQ avec les réseaux. Il y a des travaux qui sont engagés sur la mortalité, puis on veut tester une approche d'années de vie perdue qui est appliquée sur des grandes bases de données administratives au Danemark, mais également avec nos collègues de Norvège. Et c'est comme ça qu'on commence la semaine prochaine. On a une conférence téléphonique où est-ce qu'on dit on veut reproduire ce que vous avez fait dans un papier publié dans le Lancet Psychiatry. Autour de la table, il y a des chercheurs québécois et puis il y a des analystes et statisticiens de l'INSPQ et il y a nos collègues Annette Erlangsen du Danemark qui avait publié le papier, puis également Anne René Flott qui est de la santé publique norvégienne. Donc, c'est déjà là. Puis, je pourrais ajouter que je rêve également comme Réseau québécois de recherche sur le suicide, troubles de l'humeur et troubles associés, mais aussi pour le Québec, qu'on puisse se relier à l'Observatoire français sur le suicide, qui est composé de l'ensemble des données équivalentes au CISMAC pour les gens décédés par suicide. Alors, il y aurait tout lieu de pouvoir établir des collaborations pour pouvoir examiner, par exemple, dans quelle mesure les gens décédés par suicide ont fréquenté les urgences, quels sont les troubles mentaux qui peuvent être associés, quelle est la séquence de soins et est-ce qu'il y a des séquences de soins qui sont particulièrement déficitaires associées au suicide. On pourrait faire les travaux conjoints avec nos collègues français de l'Observatoire français sur le suicide. D'accord, merci pour votre réponse. Ça me laisse croire qu'on va entendre parler encore longtemps du CISMAC. Comme la présentation tire à sa fin, je me permettrai d'enchaîner sur la conclusion. Donc, j'aimerais premièrement vous remercier chaleureusement de votre présence, Dr. Alain Lesage. Ça a été très instructif. Je rappelle que vous allez recevoir un courriel à tous, je m'adresse à ces participants ici, dans les jours qui suivent avec l'information et les documents complémentaires qui ont été mentionnés par Dr. Alain Lesage. Et j'ajoute que vous recevrez également l'information de notre prochain webinaire qui sera intitulé Activité physique et cancer, des bienfaits pour la santé mentale. L'exemple du projet Kiné-Onco au CHUM, présenté par Isabelle Doré, chercheuse postdoctorale à l'Université de Toronto et au Centre de recherche du CHUM, ainsi que Lise Gauvin, professeure et vice-doyenne à la recherche à l'École de santé publique de l'Université de Montréal et responsable du carrefour de l'innovation et de l'évaluation en santé au Centre de recherche du CHUM. Le webinaire aura lieu le 26 février. Donc là-dessus, merci à tous d'avoir participé à cette discussion
et cette dégustation de savoir. Je souhaite également merci à tous ceux qui ont posé des questions et bonne journée à tous et à la prochaine. Merci.